Bienvenue dans le podcast Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. Vous commencez doucement à saisir cette nouvelle rythmique puisque désormais on se retrouve chaque semaine, d'abord pour 30 minutes d'émission, une semaine sur deux en alternance et ensuite avec une version longue des apartés de chaque émission. C'est simple, hein. Activez juste les notifications pour ne rater aucune des mises en ligne de Kana en aparté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monument, que dis-je ? De l'une des 7 merveilles du monde du manga. J'ai nommé Slam Dunk. On en parle d'autant plus aujourd'hui qu'il y a une édition Deluxe qui vient de paraître chez Kana. Et donc c'est l'occasion pour nous de revenir sur un manga culte et un succès depuis 1999 en France. Alors c'est parti pour une émission pleine de rebonds. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nounès, Mathieu Adman et Julie. La série a débuté en 1990 à l'automne et s'est continuée jusqu'en 1996. Et aussi, on peut quand même rajouter en France qu'on est à plus d'1 100 000 ventes aussi de Slam Dunk. Donc du coup, c'est plutôt très chouette et que la Deluxe vient à peine de commencer. C'est une de nos séries millionnaires. Voilà, on n'en a pas tant que ça au catalogue. Pour nous éclairer aujourd'hui, celle qui possède peut-être 6, 7, 8 éditions différentes de Slam Dunk, Julie du podcast La 5e de Couve. Salut Julie. Alors c'est faux, je n'en ai que 2. T'en as que 2, non, tu mens déjà. Ouais. Oui, bonjour à tous. Stéphanie Nounès est également avec nous, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Hello à tous. Et Mathieu Adman qui, paraît-il, s'entraîne désespérément à faire des paniers au bureau. Salut Mathieu. Salut tout le monde, c'est vrai et c'est pas fameux. Alors, avant le de mot démarrer, désespéré est vraiment bien utilisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette petite OP panier de basket qui vous occupe aux éditions Kana ? Ouais, c'est le début de la fin déjà pour nous et pour la productivité au taf. Mais non, on avait fait en fait à l'époque de la Star Edition une opération market aussi où on offrait un mini ballon de basket. Et là, on s'est dit, pour la Deluxe, c'est cool, on avait le ballon, mais on n'a jamais eu le panier. Et en vrai, c'était quand même un regret à l'époque de ne pas avoir fait le truc complet. Parce que le ballon, c'est bien, mais quand on l'a, on le regarde. Et là, on s'était dit que pour la Deluxe, c'était l'occasion de réparer l'erreur et d'offrir le kit complet. Donc là, on pouvait gagner et le panier de basket, et le ballon, et le gonfleur pour gonfler le ballon. Oh là là, la Une classe. petite seringue et gonfleur. Exactement, parce que pour l'anecdote, vous ne pouvez pas faire voyager des ballons gonflés dans des avions, raison de sécurité. Donc en fait, on a dû faire arriver les ballons dégonflés en Europe. Et après, c'était plus simple en fait de mettre directement la pompe dans le kit plutôt que de les regonfler et de les renvoyer au libraire. Et de payer une entreprise qui gonfle. C'est exactement ça. Et j'avais pas du tout envie de le faire pour les X milliers de ballons qui arrivaient. Donc on les a envoyés comme ça, mais voilà, a priori ça a bien plu, donc on est content. Mais c'est la mort de la productivité. Slam Dunk aujourd'hui, c'est donc 34 ans de succès à travers le monde, un titre que probablement tous les Japonais connaissent. Et on vous propose aujourd'hui donc de revenir notamment sur les origines et les raisons de ce succès presque inégalé, quoi. Et oui, parce que au dernier Top Oricon de 2023, qui donc classait les 10 meilleures séries de l'année, eh bien, Slam Dunk était parmi ces 10 finalistes, ce qui est quand même étonnant pour une série qui, rappelons-le, a commencé en 1990 au Japon. Donc, 33 ans après, elle est toujours top 10. Quoi. Et voilà. Un message d'espoir pour tous les seniors. Non, mais effectivement, les chiffres de Slam Dunk sont fous, parce que c'est quand même une série qui, donc d'après ce top toujours, en 2023, cumule donc 170 millions d'exemplaires en circulation au Japon. C'est énorme. Et rappelons que Inoue, donc Takehiko Inoue, l'auteur, a 2 autres séries qui aussi ont dépassé les 100 millions d'exemplaires en circulation. Et aussi, on peut quand même rajouter en France qu'on est à plus d'1 100 000 ventes aussi de Slam Dunk. Donc du coup, c'est plutôt très chouette et que la Deluxe vient à peine de commencer. Donc on va viser ça devrait monter 1 million en plus, quoi. C'est une de nos séries millionnaires. Ouais. Voilà, on n'en a pas tant que ça au catalogue. Et je laisse donc tous les experts en mathématiques faire 1,1 sur 170. Combien de pourcents représente la France dans le succès de Slam Dunk? On est le deuxième pays, mais voilà, on n'est que le deuxième pays. C'est à 0,5%. Slam Dunk. Vous ne connaissez pas Slam Dunk, vous écoutez quand même cette émission, et vous avez raison. Ce manga, c'est en partie donc l'histoire d'Anamichi Sakuragi, qui est un ado impétueux, pas spécialement populaire, qui enchaîne les déceptions amoureuses. Au lycée, il rencontre Haruko Akagi et il en tombe immédiatement amoureux. Et c'est pour elle qu'il décide de jouer au basketball et d'intégrer le club du lycée. Mais il va évidemment s'embrouiller avec tous les autres membres de l'équipe, à commencer par le capitaine, qui n'est autre que le grand frère de la fille de ses rêves. Ça va, on suit. Suivi, c'est bon. Bien sûr. Et donc il y a aussi celui qui va devenir son rival, Rukawa, et de nombreux autres excellents personnages qui vont garnir cette aventure qui dépasse donc
très 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 largement le basket au point d'être donc devenu cette œuvre culte dont on parle aujourd'hui. Au Japon, donc 170 millions d'exemplaires. C'est quoi le succès de Slam Dunk au Japon ? Comment on peut se rendre compte de la popularité de ce titre ? Alors, je suis un peu embêtée de te répondre que pendant longtemps, moi, je ne voyais pas le succès de Slam Dunk. Parce que, au final, c'est un manga de sport, mais finalement, c'était le manga de sport des années 90. Le avec des majuscules. Ah ouais, Mais tu te complètement. posais la question avant de l'avoir lu ou après l'avoir lu ? C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est quand moi j'y allais dans les années 90 ou 2000 et que je voyais pas forcément, tu vois, du marketing et des choses comme ça, ce qui s'explique parce que Takehiko Inoue, il n'aime pas qu'on fasse n'importe quoi avec ses œuvres. Il a racheté ses droits dès qu'il a pu. C'est étonnant pour un japonais, ouais, c'est bizarre. Ah oui, mais à côté de ça, Mathieu. dans n'importe quel combini, tu as des produits One Piece, des produits Gold Go 13, qui continuent à faire de la pub pour tout et n'importe quoi. Donc, bizarrement, c'est un truc qui finalement était réservé soit aux fans de basket, soit aux fans de manga, soit les deux. Après, ils étaient nombreux dans les deux cas. Exactement. Ça dépassait pas les frontières en fait de ces fans-là de manga et de basket malgré déjà la popularité de la série à cette époque au Japon. C'est-à-dire que je pense que en fait, c'est devenu tellement un creuset pour la jeunesse des années 90. Parce que donc la série donc a débuté en 1990 à l'automne et s'est continuée jusqu'en 1996. Et c'est, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros ça s'est étalé ensuite sur 31 volumes et toute l'histoire de Sakuragi finalement, en fait, même si elle a été développée sur 6 ans de publication hebdomadaire, en fait ne représente que 4 mois de sa vie. Et donc il y a une espèce de densité du récit qui en plus était très proche en fait de ce que tous les étudiants ou les élèves japonais qui sont inscrits dans des clubs, pas forcément du basket, connaissent, c'est-à-dire les entraînements le matin, les stages d'entraînement avec leur club, les tournois, la compétition. Là, c'est poussé à un niveau où ils vont jusqu'au tournoi national, mais c'est quand même culturellement, c'est quelque chose qui était très réaliste pour beaucoup de jeunes japonais qui étaient vraiment le cœur de cible du lectorat. Et réaliste aussi, on peut rajouter la beauté et le réalisme du dessin. Je suis pas vraiment une fan de basket en tant que telle. J'aime bien regarder un match, je trouve ça rigolo, mais je comprends pas les règles. Maintenant, je connais toutes les règles du basket. D'ailleurs, merci Dr T, pour Takehiko qui donne les petits trucs, les petits tips à tout moment dans la série pour dire ça c'est ça, ça c'est ça. De toute façon, toutes les fautes sont commises par Sakuragi, donc à un moment... C'est assez simple à retenir. C'est assez simple à retenir. Mais effectivement, on m'en avait parlé, oui, parce que j'ai lu Slam Dunk sur le tard, je vais l'avouer. Et la beauté du trait, c'est incroyable. Quand il fait ses tirs en extension, quand il fait des passes, c'est... Tu restes bleu. En fait, t'es dans le match, quoi. Même si t'es pas fan de sport, t'es happé par le match, la sagacité dans laquelle il se passe les ballons et tout, c'est incroyable. Et la vista, elle est aussi dans les angles qu'il trouve. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelqu'un qui aime le basket, qui aime regarder le basket à la télé. Et je pense qu'il avait une frustration de pas avoir des caméras placées à certains endroits sur un terrain parce que c'est pas physiquement possible et que lui, il pouvait le faire. En tout cas, la légende veut que toute sa jeunesse, il a donc été effectivement pratiquant de basket, il le continue à pratiquer le sport, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis en tête qu'il allait être le premier mangaka à mettre en avant vraiment de façon très populaire, de populariser le manga de basket. Alors que dans le Jump, il y a régulièrement toutes sortes de sports qui sont mis en avant dans les mangas sportifs, notamment son œuvre fétiche de jeunesse, c'est Dokaben. Nous on connaît pas, c'est du baseball. Et là, lui, il est tombé amoureux du basket quand il était au lycée et il s'est vraiment, il a prié jusqu'à ce qu'il devienne pro pour que personne lui prenne le créneau. Et il voulait vraiment être le monsieur basket du manga. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été conseillé évidemment par plein de personnes et tous les éditeurs lui ont dit mais ça marchera jamais ton truc, c'est pas assez populaire. Et d'ailleurs quand il a commencé à faire des concours, il a même failli ne jamais être publié dans le Jump. C'est-à-dire que il a été donc retenu pour être le nominé du Grand Prix Tezuka de 1988. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup de vieux monsieur qui n'aimaient pas à la fois le basket, à la fois le fait que le prix Tezuka soit
attribué à un manga de sport. Et en plus, son personnage, qui était à l'époque, qui a aidé Rukawa, avait un regard mauvais. Comprendre, c'était un voyou, on va pas promouvoir les voyous. Ouais, parce que d'autant qu'il faut se dire qu'à la fin des années 80, le prix Tezuka, c'était un prix assez traditionnel. On le donnait à des mangas qui s'inscrivaient méritant. dans une certaine école, quoi. Exactement. Un peu plus classique, on va dire. Et là, il arrive, il casse plein de codes. Et la chance a voulu que donc le président du jury du prix soit absent le jour du vote. Et donc, les gens qui étaient en sa faveur, et notamment donc Hiroki Goto, qui a ensuite publié cette anecdote dans l'âge d'or du Jump, enfin du manga Jump, a trouvé ça, s'est rappelé de cette anecdote qui a fait que il a eu une petite percée, il a une petite fenêtre pour arriver aux pages du magazine et jusqu'à nous après. Après, je pense qu'il serait arrivé, alors peut-être pas dans le Jump, et peut-être qu'il n'aurait pas participé à cet fameux âge d'or du Jump où il est en partie dedans. Ça aurait été dur de s'en passer quand même. C'est quand même l'absence la plus bénéfique de l'histoire du manga, c'est le mec qui apparaît, le président du jury qui était malade. Merci. Ce qui est drôle, c'est qu'en 2021, lui-même est devenu membre du jury aussi, tu vois. La roue tourne. Un autre élément qui peut expliquer le succès, qui explique bien souvent les succès des mangas quand ils deviennent grand public sur un territoire, et en l'occurrence là au Japon, c'est quand le manga est aussi porté par le public féminin. Et oui. Parce que, évidemment, le Jump, ce ne sont pas que des garçons, même si on pense que c'est eux la cible principale. Et il se trouve que quand même, ça correspond, l'âge d'or du Jump, les années 90, correspondent aussi à l'apparition d'un genre et d'une pratique qui est le fanzina, le doujinshi, et notamment rendu célèbre par le Comic Cat, par exemple. Et donc, c'est une des plus grandes conventions où on va parodier, pasticher, et parfois même de façon un peu trop sexualisée, certains contenus qui sont connus de tout le monde. Et en fait, Slam Dunk, avec tous ces garçons, c'était pain béni pour plein de yaoïstes, quoi. Donc c'est très beau, garçon, parce que quand même ils ont tous un style, et même dans tous les tournois et tout, ils sont tous ils sont grands, ils sont beaux, ils sont musclés, bon, que demande le peuple. Et ils sont forts, ils sont balèzes. Et donc en fait c'est très drôle parce que finalement vous connaissez deux autrices qui ont participé à cet engouement, puisqu'elles sont à votre catalogue chez Kana. Il y a Fumi Yoshinaga avec le pavillon des hommes, qui s'est fait connaître dès les années 95 par une série. Elle a carrément fait une série. Il y a 6 ou 7 tomes de yaoi sur Slam Dunk. La détermination et le fan absolu, quoi. De 7 tomes. Effectivement, moi je pense que il y a aussi le fait que pour produire ce genre d'œuvre, tu dois être vraiment très très fan de la série. Tu dois bien connaître les personnages pour pouvoir les pasticher et t'adresser aussi à un public qui connaît aussi bien que toi la série et qui comprend pourquoi tu détournes les codes et pourquoi c'est drôle quand tu interprètes tel ou tel moment, tel ou tel épisode. C'est le pour les fans par les fans. Exactement. Et donc la deuxième, c'est en fait Chika Umino. Donc March Comes In Like a Lion, ou même Honey and Clover, pour les plus anciens d'entre nous. Pareil, dans les années 2000, elle a eu son petit, sa petite récréation en faisant un petit, une petite pastiche. Mathieu. Ou attention, c'est classé moins de 18. Et après, quand même, la série est bien tombée, entre guillemets. C'est que, notamment dans le magazine, elle était avec Yu Yu Hakusho et Dragon Ball. Donc, t'es sur la grosse période du Shonen Jump. Forcément, ça aide. Et pour le basket au global, c'est quand même tombé dans l'ère de la décennie de Jordan, où forcément Slam Dunk a vraiment participé à la popularité du basket au Japon. La couleur du maillot. Voilà, en plus. Donc là, vraiment, avec les Bulls. Donc forcément, et pour le basket et pour la série, ça a largement bénéficié de la popularité du basket en général auprès du grand public. En fait, ce qui est étonnant, je rebondis sur le mot popularité, c'est tout en pensant à mes yaoïstes, puisque quand tu regardes, donc ça a maintenant presque une trentaine d'années pour les Japonais, mais tu peux, en cherchant sur certains sites spécialisés de revente de livres, etc., trouver jusqu'à 20 000 références. Ce qui n'est pas rien, en fait, en termes de fanzine, même si c'est
parfois très difficile de tracer ces contenus-là, parce que c'est vraiment des fans qui le font pour des fans, c'est pas référencé, c'est pas forcément ça va pas entrer dans une bibliothèque et être préservé comme une œuvre qui va être éditée par un éditeur, par une entreprise, etc. C'est de l'auto-édition, tout bêtement. Donc là, je trouve que c'est quand même révélateur, sachant que donc sur toutes ces références-là, ça a été assez continu pendant toutes ces années, et là avec l'arrivée du film, alors là complètement, j'ai vu des palanqués de trucs ressortir, c'est waouh, elle est en forme. Ce serait marrant d'avoir l'avis de Inoue sur toute cette production. Je sais pas, je pense qu'il veut pas être méchant, mais qu'il trouve ça un peu limite quand même. Alors le manga, l'œuvre, cette popularité, c'est une chose. Il y a aussi ce que nombre de lecteurs français attendaient, c'est l'écran à la hauteur de cette œuvre, la Deluxe Slam Dunk. Ça y est, c'est fait. Elle est là. Elle y est enfin, elle arrive. Forcément, elle a été longuement demandée, nous, par les fans depuis plusieurs années. Mais c'était pas évident parce que même si Slam Dunk est le manga de sport et un énorme succès au Japon, en France, ça a bien marché, mais ça a pas non plus, c'est pas ça non plus qui a porté Kana sur les dernières années. Donc, on a préféré commencer par la Star Edition qui était... Pour nous, la priorité, c'était de pouvoir faire lire Slam Dunk à une nouvelle génération dans des conditions respectables, entre guillemets. Oui, puisqu'elle s'appelle Star Edition, qui est un très 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 joli emballage commercial, mais c'est pas une Star Edition dans le sens où c'est la star des éditions. Non, en fait, c'est ça. C'est un peu le problème de l'appellation Star Edition de l'époque, c'est que Star Edition, pour nous, c'était par rapport aux séries stars du catalogue Kana, pas par rapport à l'édition en elle-même. Donc oui, dans les séries stars du catalogue Kana, Shaman King, Yu Yu, Hakusho et Slam Dunk qui sont là en Star Edition chez nous, ça correspond parce que c'est des historiques du catalogue Kana qui ont très bien marché, mais c'était pour faire une réédition, c'était pas pour faire une perfect ou une deluxe comme on les appelait. Donc forcément là, la Star Edition en fait de Slam Dunk, concrètement si vous l'achetez en 20 tomes, elle vous coûte moins cher en fait que la première édition. Même si le prix au tome est plus cher, comme vous en avez que 20, au final vous économisez une vingtaine d'euros. Donc c'était vraiment l'édition abordable en fait que vous devez acheter, et si vous voulez lire Slam Dunk sans débourser 15 balles pour une deluxe, vous commencez par la Star Edition en fait. Après heureusement que vous l'avez pas appelé abordable édition. Non, voilà, c'était pas l'idée non plus. Ça sonnait moins bien. J'ai proposé l'idée, mais bizarrement on m'a pas... Mais en tout cas, elle est magnifique. Enfin, la Deluxe. Moi je suis très contente d'avoir les deux. Enfin, on en discutait la dernière fois avec Maxime. Je trouve que cette Deluxe, limite, elle serait très bien dans les CDI, enfin, tu vois, parce qu'elle est robuste, quoi. Les enfants pourraient la manipuler sans problème. Mais à côté de ça, moi, je suis très contente que mes enfants, ils aient accès à la Star. Parce qu'ils peuvent les trimballer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'était pour ça, hein. C'était vraiment, on voulait qu'il y ait un public, qui découvre, ou alors qui veuille pour pouvoir le prêter, ou quoi que ce soit. Et après, la Deluxe, c'était vraiment, comme disait Maxime, un écrin, et là où on a mis des pages, tout beau, quoi. Il y a des pages couleurs, elle est très proche de la Perfect Edition du Japon. C'était l'idée aussi. On a essayé vraiment de coller au maximum pour que justement ne pas décevoir le public qui l'attendait vraiment depuis super longtemps. Donc il y avait une vraie exigence de qualité. Et il y a eu un très gros travail éditorial dessus pour vraiment coller un maximum. Et puis là, on est plutôt très contents. Nous, quand on l'a eu la première fois dans les mains, on était plutôt tous soulagés, tous très soulagés. Et, alors ça veut dire, traduction, ça veut dire il y a eu beaucoup de travail. Énormément de travail, énormément. Et puis t'as quand même des facteurs que tu contrôles pas, notamment les imprimeurs. Donc quand tu l'as dans les mains et que tu vois vraiment à quoi ressemble le bouquin, tu fais ça va aller clairement le coup, et là elle est belle. Avant de continuer cette discussion, je vous propose maintenant un aparté pour en apprendre un peu plus sur les coulisses de cette édition avec celle qui a été la maître d'ouvrage de cette édition, Yuki Takanami, éditrice aux éditions Kana, qui a donc suivi cette nouvelle édition pas à pas. Bonjour Yuki, merci d'être avec nous. Salut. Alors donc, tu es donc dans Kana en aparté, on parle de Slam Dunk et de la Deluxe Edition. Tu arrives au meilleur moment de l'émission, parce que c'est là où on a plein de questions sur cette édition Deluxe. Est-ce qu'elle a été imprimée au Japon ? Non, on l'a imprimée en Europe. Non, parce que vous l'aviez fait pour un artbook précédemment, où vous aviez essayé d'imprimer en même temps que l'édition japonaise ? Oui, alors ça c'est parce que l'artbook avait beaucoup de particularités en fait qui avaient été étudiées minutieusement par Inoue Sensei, et donc il fallait respecter ces spécifications, et en fait il y avait quelques
éléments là-dedans qui faisaient qu'il y avait que quelques imprimeurs dans le monde qui étaient capables de faire ça. Alors apparemment, ils ont utilisé une dorure très particulière sur le plus qui est sur la couverture et l'effet ballon de basket qui est sur la garde. Voilà, c'est le genre de choses que, en fait, il y a que, je crois qu'on m'avait dit que c'était 2 imprimeurs dans le monde qui savaient le faire. Mais en revanche, pour la Deluxe, vous avez dû reproduire l'édition japonaise, mais avec d'autres prestataires, en gros. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Et c'est ça qui a été la difficulté, en fait. Pourquoi ça a pris autant de temps pour qu'on puisse faire la Deluxe? C'est notamment parce que à l'époque, tout au début où on a étudié la possibilité, les imprimeurs en Europe n'étaient pas capables de faire certaines choses qu'on voulait reproduire de l'édition japonaise. L'avantage d'avoir attendu, c'est que les techniques d'impression ont évolué en Europe aussi. Et du coup, il y a certaines choses qu'il y a 10-15 ans, on ne pouvait pas faire. Maintenant, on peut le faire en Europe aussi. Et c'est ça qui a permis, du coup, et comme la technique est devenue accessible, les prix ont baissé aussi, ce qui fait que il y a certaines choses qui étaient impayables avant qui sont devenues un petit peu plus payables. Et ce que je comprends, c'est que il y avait une certaine pression des lecteurs, des retours, pression que vous vous êtes mis parce que vous aviez envie d'avoir le meilleur résultat possible. Et est-ce que vous avez eu une pression du côté de Inoue Sensei? Concernant la fabrication en elle-même, non. Pour le choix du papier et tout ça, ils ont appris à faire confiance et puis à faire avec ce qui est dispo sur place aussi. Et ils ont accepté. Donc, au fil des années, je pense que de leur côté aussi, ils ont intégré le fait que c'était pas possible de reproduire tel quel exactement au millimètre près la même chose qu'au Japon. Et donc, ce qui a été plus exigeant avec Inoue Sensei, c'était plus la précision de la maquette du bouquin. Donc, que les éléments soient placés vraiment tels quels, comme la version japonaise sur notre version. Donc, ça ne change pas l'impression de l'illustration. En général, les Japonais, ils laissent passer si c'est pas trop ultra flagrant. Ça, avec Inoue, ça passe pas trop. Bon, en tout cas, au moins là, c'est sorti, c'est passé. J'ai l'impression que vous êtes tous assez contents de cette édition. Merci beaucoup, Yuki, de nous avoir dévoilé tous ces coulisses. Mais il n'y a pas de quoi, avec plaisir. L'édition, c'est une chose, l'écran, c'est une chose. Voilà, maintenant, si on est fan de Slam Dunk, qu'est-ce qu'on peut lire d'autre aujourd'hui quand on a fini Slam Dunk? On a vu le film, on a les artbooks, on a fini Slam Dunk et on a envie de lire d'autres mangas. On a essayé de réfléchir un petit peu à ce qu'il pouvait y avoir. On lit Reel. On lit Reel, voilà. Forcément, c'est le même auteur, simple, hein. c'est le même sport, plus ou moins, puisque cette fois, c'est la version handisport du basket. Et c'est encore plus époustouflant, du point de vue émotionnel. Là, je pense que je ne connais pas de personne qui m'ait dit je me suis ennuyée ou j'ai pas été bouleversée. Voilà. Et... Sachant que c'est un manga qui a été en pause, donc qui a un petit peu souffert de cette longue pause de Inoue, et il a repris. Il a repris, il y a 17 tomes, ouais. Voilà. On est bien dedans. Moi, j'ai pensé à Angel Voice. Clairement. De Takao Koyano. C'est dans la lignée, en fait. Tu remplaces juste un peu le basket par le foot. Exactement. Là, on est une équipe avec que des Sakuragi. C'est un peu ça. Que des Dark Sakuragi. Oui, parce que t'as quand même des mecs. On dirait un pseudo, tu sais, sur Caramel, Dark Sakuragi. Et en gros, il y a un lycée qui est connu pour son club de foot dans lequel on retrouve tous les bad boys du coin. Et voilà. Et un nouvel entraîneur qui va prendre en main le club, et tous ces jeunes qui sont pas foncièrement méchants. C'est des bad boys, mais c'est pas des gens méchants, quoi. Et t'as un vrai twist, par contre, qui est différenciant sur Slam Dunk, parce que clairement, quand tu lis le début, tu dis, bon, ok, le type, il a lu Slam Dunk, sauf que lui, il préfère le foot, donc il a fait du foot. Mais t'as un vrai twist dans l'histoire qui rend le truc vraiment différent à la fin de Slam Dunk et qui rajoute un côté émotionnel qui est très très fort. Et moi, personnellement, j'ai chialé quand même devant la fin d'Angel Voice. Sur Slam Dunk, j'ai pleuré, mais d'émotion, parce que c'est trop beau. Puis on te montre que les foot, c'est le mieux que la bagarre.
Oui, Aussi. c'est mieux que beaucoup de choses. Ça, c'est un avis personnel. T'avais une autre idée ou pas, Julie? En fait, je pensais un peu à Evil Heart, qui est aussi chez Kana. Et là, pour le coup, se bagarre quand même, hein, parce qu'on parle d'aïkido. Non, j'y ai pensé parce que le héros, il est aussi dans une espèce de spirale de négativité, avec beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Et il va trouver quelqu'un qui va le remettre sur le droit chemin grâce au sport, canaliser toute cette colère adolescente qu'on retrouve un petit peu dans les œuvres qu'on vient de citer. T'enlèves quand même tout l'aspect humour là pour le coup. Dans Oui, Evil pardon. Heart, il n'y a pas la comédie dans Slam Dunk. Dans Evil Heart, il y en a beaucoup moins, ouais, c'est clair. vrai. C'est un peu plus dramatique, on va dire. Pour finir cette émission, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur Monsieur Inoue? Ah oui. La légende, Monsieur dieu. Inoue, le dieu Monsieur Inoue, l'architecte, je sais pas comment qu'est-ce qu'on dit. Il y a plusieurs médias au Japon qui l'appellent la légende vivante du manga. Bon, alors ça doit le gonfler un peu, je pense. Je pense que ça va, il y a pire comme surnom. Ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est très, vraiment profondément attaché aux choses humaines. Enfin, on le voit. En fait, ce qui a été son moteur pour ses jeunes années, c'est Slam Dunk. C'était sa passion du basket qu'il voulait à tout prix mettre en avant, qu'il voulait partager au point que il en a fait un raz-de-marée culturel. Il y a plein de gens qui sont inscrits à des clubs de basket. En 2006, il a créé une bourse pour emmener les jeunes talents japonais jusqu'aux États-Unis pour leur permettre de continuer à étudier le basket, à progresser dans ce sport, etc. Lui-même, il pratique encore, même si c'est un petit club local, quoi, mais il en a besoin, vraiment, c'est son truc à lui. Et pour la ligue de basket japonaise, il dessine énormément aussi. Il fait énormément de couves, de magazines, de publicités. Et en fait, moi, je pense aussi c'est quelqu'un qui a besoin d'être empathique avec ses personnages, d'où les pauses, que ça soit dans Vagabond, que ça soit dans Reel. C'est des histoires qui sont tellement fortes, émotionnellement, tellement dramatiques, que des fois, il ne peut pas. Il a une espèce de désarroi face à la violence des samouraïs, par exemple, dans Vagabond. On n'a pas trop parlé parce que c'est pas effectivement le sujet aujourd'hui, mais on sait que des fois, il bloque. Ça le bloque de devoir se mettre à la place de certains. Ça explique le rythme, clairement, sur Vagabond. Quand il dit qu'il peut pas, c'est que vraiment, je pense, physiquement, il peut pas, en fait. Ouais. Et dans Reel, je pense que c'est aussi compliqué vu le sujet pour lui, émotionnellement, il doit être quand même ultra impliqué. Et quand vous lisez Reel, c'est quand même pas évident, vous devez faire des pauses. Quand vous devez l'écrire, à mon avis, c'est encore le stade au-dessus. Ouais. Et pour revenir à cette histoire je pense que c'est quelqu'un qui ne s'imaginait pas là où il est, au sens où je vais vous raconter une histoire, ça va prendre un peu de temps, mais c'est l'histoire de l'épilogue de Slam Dunk. Donc c'est Slam Dunk 10 Days After en anglais, parce que c'est un événement qu'il a créé. Au début, ça s'est passé donc dans les années, à la fin de 2004. Les chiffres des tops sont arrivés. Et là, en fait, Slam Dunk, qui est terminé depuis 8 ans, vient de taper 100 millions d'exemplaires. Et là, il a un choc. Il se dit, mais ça fait 8 ans que ma série, elle est finie. Il est passé à autre chose. Il a commencé 2 autres séries en parallèle et il n'en revient pas. Donc, il va dire, je vais remercier mes lecteurs. Donc déjà, il fait une série du Sims majeur qu'il publie dans différents journaux. Bon, et c'est des journaux à portée nationale. Donc ça va être Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, etc. Avec juste merci du fond du cœur. C'est tout. Et les gens de son staff, ils ont fait, on va créer un site internet parce que c'est à la mode. Et puis, comme ça, les gens ils pourront laisser ce message. Il y a 80 000 personnes qui ont envoyé des messages. Et là, il a repris une sorte de choc et il s'est dit, puisque c'est comme ça, on va faire une sorte d'événement où je pourrais rencontrer ces gens-là. Et là, il se trouve que à Kanagawa, donc là où se passe l'action de Slam Dunk, il y a un lycée désaffecté dans la ville de Misaki. Et pendant 3 jours, il va dessiner sur les 23 tableaux qui sont laissés à l'abandon. Et il va dessiner ce qui se passe 10 jours après le dernier match de Sakuragi et de Shohoku. Et il va les laisser, ça va lui prendre 50 minutes par tableau. Donc même sur les 3 jours, en fait, il a bossé comme un malade. Il a terminé le dernier à 4 heures du matin. Et il enchaîne. Il invite les gens à venir le voir. Il invite les gens à laisser des messages, à lire les tableaux. Il y a une équipe qui a fait un DVD, qui a pris tout ça en images. Bon, et ensuite, ils ont effectivement publié un livre, mais qui est introuvable. Les gens se l'arrachent, c'est devenu une sorte de trésor. Et on a essayé plein de fois, chez Kana. Vous pouvez déjà oublier les questions, on a essayé, c'est pas possible. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, il voulait vraiment
dire merci. C'était sa façon parce qu'il dit lui-même, j'ai tout mis dans mon manga, je peux pas rajouter d'autres choses. Je vous ai déjà tout raconté, mais je voulais vraiment vous dire merci. Et je pense que le clou, ça a été que il est allé jouer au basket avec ces gens qui sont venus juste. Voilà, voir. Et ça va être le meilleur souvenir du monde. Mais c'est incroyable. T'imagines, tu découvres qu'en fait, il est tout nul au basket. C'est le choc. C'est un peu ça. Hein. Il se dit lui-même qu'il est très, très, pas très bon, quoi. Mais c'est sa passion. C'est vraiment ce à quoi il a consacré beaucoup de son énergie. Et moi, je trouve que, c'est ça, en fait, c'est dans ce genre de détails-là qu'on se dit que c'est quelqu'un à part aussi, parce que le marketing, tout ça, ça lui pète la tête, quoi. Il n'a pas envie d'y penser. Il a fait en sorte d'être confortable avec ça. Il a toute une équipe avec lui. Évidemment, il n'est pas tout seul. Il y a quand même beaucoup de gens qui l'entourent. Mais la réalité, sa réalité de tous les jours quand il est à son bureau, c'est qu'il est seul avec ses personnages. Et c'est ça aussi qui le rend très philosophe, très humain. Et il a toujours un mot pour penser à ce que ça implique d'être confronté à certains drames, d'être confronté à certains dilemmes. Et quand on voit ce reportage donc sur cet événement de 2004, on voit qu'il est encore heureux, porté par sa joie d'avoir créé une œuvre sur la jeunesse, sur l'impétuosité, sur il le dit lui-même, hein, Sakuragi. Ouais, il est un personnage incroyable, mais il est compliqué. Parce que même s'il est classe, il est bête. Il faut que les gens sachent qu'il est bête et qu'il reste bête. Et c'est ça qui fait tout le succès de cette œuvre. La version de luxe de Slam Dunk, c'est en librairie, un tome tous les 2 mois environ. C'est ça. Voilà. 2 artbooks disponibles, plus le artbook du film. C'est ça. 2 artbooks disponibles. Alors non, parce que le premier qui a été imprimé au Japon, forcément, on n'est pas maître de la réimpression. Donc il s'est écoulé comme des petits pains. Là, on doit attendre que le Japon nous recontacte. Donc c'est au cas où. Ils ont nos mails. On espère que ça va arriver assez vite. Donc ça va être le cas aussi pour le premier là qui va arriver. Donc on a édité, c'est aussi une co-impression avec le Japon. Donc évidemment ça sera en quantité limitée et on ne saura pas quand on pourra vous le reproposer. Par contre l'artbook ressource qui est tiré du film, là pas de souci, il est bien imprimé en France, là il n'y a pas de problème, vous pourrez le trouver. La Star Edition est aussi disponible. Merci à tous pour votre écoute. Et puis n'oubliez pas, commentaire, une note, petite étoile. Et c'est toujours encourageant. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission et activer les notifications. Merci à tous d'avoir participé. Merci à toi. Merci beaucoup, vive Slam Dunk, au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Salut.